Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast sur Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Voilà, ce soir, équipe de choc pour la reprise du championnat. Je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko, salut à tous. Et avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Alors, messieurs, au sommaire de cet épisode, donc on va débriefer le match qui a eu lieu ce jour, hein. C'est aussi une première, ou une première pour nous, où un match a lieu à 14 heures et on enregistre l'épisode pratiquement dans la foulée. Donc voilà, on va essayer de faire ça le mieux possible. Et puis, du coup, on va aussi donc avoir une rubrique de match de légende. C'est Osvaldo qui sera à l'honneur pour nous parler d'un match de coupe qui a eu lieu en 2011. Et puis, on terminera par le briefing de notre prochain match qui nous amènera du côté du Tessin. Voilà, messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première rubrique. Voilà, alors la première rubrique, c'est bien évidemment le débriefing de ce match de reprise du championnat, la 19e journée. Et puis à cette occasion, Neuchâtel Xamax recevait le troisième au classement, à savoir nos voisins du bout du lac, d'Yverdon Sport. Donc voilà, on va pas faire tourner le suspense plus longtemps. Ce match s'est soldé par une défaite sur le score de 1-2 en faveur donc d'Yverdon Sport. Messieurs, on va pas se cacher, même si on a eu un sentiment quand même de supériorité dans le jeu côté vaudois, c'est un résultat qui peut nous laisser avec une certaine dose de frustration, Osvaldo. C'est certain, parce que ce que l'on avait vu au premier tour, par moment, lors de ces affrontements, notamment directs contre Yverdon Sport, s'est confirmé encore cet après-midi. Que c'était une équipe prenable sous certains aspects, prenable à certains moments du match. Et puis un peu comme d'habitude, malheureusement, dans ces moments-là, on n'arrive pas à faire en sorte que ces moments décisifs tournent en notre faveur. Et même si c'est une défaite par la plus petite des marges, eh bien, ça résume un petit peu la raison pour laquelle Yverdon Sport est encore et toujours devant nous au classement ce soir. Varam, tu partages aussi un petit peu cette frustration sur ce match? Oui, ben complètement, parce que finalement, il manque pas grand-chose, mais c'est comme souvent, il manque justement la petite étincelle, le petit truc, et puis finalement, ben, on n'arrive pas à mettre le supplément d'âme, on n'arrive pas à mettre le petit plus, et puis ben, ça fait qu'on part avec 0 point. Il y avait la place, franchement, contre un Yverdon qui est certes en progrès par rapport aux deux premiers matchs, en tout cas. Il y a eu des choses un peu mieux, en tout cas, dans le jeu, mais ça reste quand même. Il restait, à mon avis, prenable quand même. Je les ai trouvés pas hyper sereins, même s'ils ont quelque part contrôlé après le but. Mais ouais, je trouve vraiment dommage. Dommage, parce qu'on a fait un bon début de match. Et puis après, ben, on prend le premier but et puis voilà, quoi. Après, ben, on sort un peu du match, quoi. Ouais. Alors, justement, le début de match, Varam, ben, on a eu alors, déjà, avant de parler, c'est vrai, du début de match, on va parler un peu des absents, hein, des deux côtés. Les deux équipes avaient quand même certains joueurs importants qui étaient absents. Du côté de Xamax, on peut notamment penser à Léon Bergsma, le défenseur central, et puis Léo Seydoux, conjugué avec l'absence de Jetmir Krasniki, ce qui fait que Xamax n'avait pas de latéral droite disponible pour ce match. C'est à nouveau notre pompier de service Romain Bayard qui a dépanné à ce poste. Et puis du côté d'Yverdon, ben, ils n'étaient pas bien lotis non plus, hein, puisque leur capitaine William Le Pogam est blessé longue date. Et puis à ça, c'est également rajouté leur buteur, Dejan Sorgic, qui a une blessure assez importante, hein. Je crois qu'il va manquer quelques semaines de compétition. Donc voilà, les deux équipes ne pouvaient pas forcément aligner leur meilleur 11. Mais Varam, ça a donné quand même un début de match assez intéressant des deux côtés, avec une volonté des deux équipes d'essayer de construire. Mais
cette volonté était souvent contrecarrée par le pressing haut effectué par l'adversaire, hein. Xamax et Yverdon ont joué un peu de manière similaire, en tout cas sur la première demi-heure. Ouais, exactement. Je crois que tu bien résumé les choses. Contrairement au tout premier match où on avait perdu 3-1 au Muni, on a eu la très bonne idée de partir avec un pressing hyper agressif. Et puis comme les équipes d'Urcea cherchent quand même à avoir la possession et le contrôle du match, on a vraiment fait un super pressing. Et franchement, dans la première demi-heure, on a même, je crois, la meilleure occasion du match avec Size, aux alentours de la Ouais, 15e, 16e. Et franchement, cette première demi-heure m'a beaucoup plu parce que je trouve on est rentré, on était concentré, on avait un plan de jeu, on s'y est tenu et on les a beaucoup gênés. Alors c'est vrai que eux aussi ils nous ont gênés parce que ils ont justement aussi que quand ils n'ont pas la balle, ils pressent immédiatement, ils font ce contre-pressing pour récupérer la balle rapidement. Mais je trouve que dans les 30 premières minutes, j'ai trouvé qu'on était cohérent et finalement, c'était un Xamax plutôt réjouissant pour un Xamax de reprise contre un adversaire quand même qui avait l'eau à la gorge puisque Arau et puis Vaduz avaient gagné, donc Yverdon était un peu dans l'obligation de gagner, sinon c'était encore des points qui s'envolaient. Donc voilà, moi en tout cas, la première demi-heure, j'ai trouvé qu'on était cohérent. ouais, effectivement. Et puis, ben voilà, aucune des deux équipes n'arrive vraiment à prendre le dessus sur l'autre et à prendre l'avantage. Et puis, à partir de la demi-heure de jeu, on sent quand même hein, les joueurs d'Adrian Urcea mettre un tout petit peu plus le pied sur le ballon, être un tout petit peu plus tranchant dans la phase offensive, ce qui du coup donnait des Xamaxiens un petit peu plus en retard, donc qui ont commis plus de fautes pour essayer de contrer l'adversaire. Et puis, avant l'ouverture du score, il y a déjà eu une très, très, très grosse occasion. Si je ne m'abuse, c'était à la 35e avec un double arrêt d'Edin Omeragic. Varam, superbe parade au pluriel pour le coup de notre dernier rempart. Bah totalement. Bah au fait, cette occasion a préfiguré ce qui allait être finalement les 10-15 dernières minutes, c'est-à-dire que effectivement le pressing hyper agressif qu'on a fait pendant les 30 premières minutes n'allait pas durer éternellement. On a baissé mon intensité et puis là, bah, Yverdon a commencé à en fait, ben, pouvoir mettre son jeu en place. On a un peu reculé et on est devenu un petit peu passif. Et puis effectivement, là, c'est Rodriguez qui a fait un excellent match aujourd'hui du côté Yverdenois, qui a glissé à Michi Entello. Et puis là, Domeragic a fait une magnifique parade. Il faut aussi signaler que Entello, on voit que c'est un attaquant qui traverse quand même une période de doute, parce que là, sans enlever un énorme mérite d'Omeragic qui sort très bien, il sort rapidement, il bouge très très bien son but, il bouge très bien les angles. Là, je pense qu'un attaquant en confiance, il marque. Et puis, il faut aussi souligner qu'il y a une reprise, une frappe un peu lobée de Lemina, je crois. Ouais, Et c'est là, ça. c'est Domeragic qui fait carrément un double arrêt. Donc voilà, donc quand on l'a critiqué, quand il a fait des bourdes, on l'a dit, mais là, franchement, sur cette double occasion, et je dirais de manière globale, aujourd'hui, il a sorti quand même un gros match. Ouais, effectivement, là, il sauve, il empêche Yverdon de prendre le score, d'ouvrir le score, pardon. Mais malheureusement pour nous, ça ne sera que partie remise, puisque bah voilà, sur cette action de la 40e, c'est Patrick Weber qui parvient à trouver le chemin des filets. Alors sur une action, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à dire. Varam, si c'est bravo, Yverdon fait tout juste. Non, clairement, Mathéo, tu voulais dire quelque chose Ouais, il y avait une dernière chose Hmm. que je voulais dire sur l'occasion précédente, c'est que là, tu vois, quand tu parlais un petit peu de ce qui augurait le dernier quart d'heure de la première mi-temps, tu vois quand même sur l'action et sur ce ballon en profondeur, tu vois la charnière centrale complètement à l'arrêt et tu vois Jonathan Fontana qui lève les bras, enfin, le geste classique en gros qui demande le hors-jeu, donc une mauvaise coordination au niveau de l'alignement défensif. Et puis déjà là, ben, ça augure au-delà du miracle, du double miracle de Meragic, ça augurait enfin, exactement ce qui allait se passer, ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Le geste de Fontana est encore, je trouve, une situation, enfin un élément, on va dire, aggravant
pour notre arrière-garde, avant évidemment ce qui va se passer. Mmh. Donc là, bah, du coup, on revient, enfin, on en vient à cette ouverture du score. Je disais Varane, sur ce coup-là, bravo à Yverdon, ils font tout juste. Il y avait pas grand-chose à faire, ni pour la défense, ni pour, le dernier rempart. Non, alors clairement, l'action est belle. Après, on est quand même passif. Et puis le problème, c'est que le bloc équipe a beaucoup reculé. Et puis, comme je dis souvent, c'est que quand tu fais reculer ton bloc équipe, bah, finalement, tu tends un peu la joue pour te faire gifler. Et puis là, bah voilà, hein, je veux dire, l'Yverdon, c'est quand même une équipe où il y a des joueurs qui ont une certaine qualité. Et puis là, ben, Weber n'est pas du tout au fait inquiété. Et là, c'est un but, on va dire, assez classique dans le foot de moderne d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il part depuis la gauche et au fait, il pique au centre. Il prend de vitesse deux défenseurs et puis là, ben, il enroule magnifiquement une frappe dans la lucarne opposée. Là, Domeragic peut rien faire. Le geste est parfait. Et puis le timing est parfait pour Yverdon puisque c'est juste avant la mi-temps et c'est souvent le genre de but qui casse l'inertie d'un match et qui justement met Yverdon justement dans une position confortable pour la suite du match. Et là, c'est un autre match qui malheureusement commence pour nous. Ouais, effectivement. Alors bon, on arrive, plus rien ne sera marqué jusqu'à la mi-temps. Les 5 dernières minutes, on va dire, très hachées, avec plusieurs fautes Mm. xamaxiennes, des Yverdonnois qui restent au sol. Je pense que le pauvre Sessolo, là, il a passé les 5 dernières minutes plus souvent au sol que debout. Mais ouais, voilà, cet avantage d'Yverdon, il n'est pas immérité. Ils ont fait un meilleur dernier quart d'heure. Mais ça peut être un peu frustrant parce que pendant 30 minutes, les 2 équipes, ont joué à une bonne intensité et puis se sont vraiment battus. Mais voilà, c'est les détails, qui ont fait la différence sur cette, 1re mi-temps. Voilà, deuxième mi-temps, aucun changement à noter, ni d'un côté ni de l'autre. Ben, il n'y avait pas de raison, du côté d'Anthony Breza, ni du côté d'Adrien Urcea d'effectuer des changements. Et puis, après quelques minutes où Yverdon a essayé un peu de poser le pied sur le ballon, eh bien, gentiment, ils nous ont quand même laissé passablement la balle, hein, Osvaldo, mais avec quand même passablement de difficultés pour nous à construire des actions offensives très tranchantes. Bah, oui, puisque justement la prochaine, action qui a été mise en évidence, c'est ce corner de la 58e minute avec cette tête, décroisée qui finit sur cette tête hiverdonoise décroisée qui finit sur le poteau Ouais, et voilà quoi, on est dans la continuité de ce match où finalement, on n'arrive pas à reprendre le fil du match. Le premier but nous a définitivement coupé les jambes et puis on n'a plus jamais revu véritablement le Xamax de cette première demi-heure qui réussissait à annihiler, les velléités, yverdonnoises, en tout cas dans des proportions qui soient suffisantes pour éviter une défaite. Donc, on s'en est un petit peu dans la continuité du match et puis, ben, ouais. ça Ouais, c'est ce qui pas va de grosse occasion côté xamaxien. Puis du coup, on arrive à la 64e minute avec un triple changement des deux côtés, hein, finalement. Et Breza et Urcea font 3 changements. Alors, côté xamaxien, c'est Koné, Autier et Sacramento qui rentrent. Côté Yverdonnois, Camara, Doumbia et puis Pache. Alors, ça coïncidait, aussi avec une période où Xamax était mieux. Alors bon, je vous cache pas qu'on n'a pas tellement compris tous ces changements à ce moment-là parce que c'est Noah Strait et puis Fabio Saiz notamment qui sont sortis alors que, Varane, ils avaient pas forcément fait un mauvais match, hein, à ce moment-là. Ils semblaient encore avoir du coffre donc bon, voilà. C'est les choix du coach, on va dire. Mais après ces changements-là et une petite réorganisation un peu tactique, ben, Xamax a eu une bonne période, hein, où ils étaient vraiment, dominateurs et puis on sentait que, voilà, ils poussaient pour essayer de revenir au score et puis malheureusement, c'est souvent comme ça, hein, quand on a une phase un petit peu de domination et qu'on ne la concrétise pas, eh bien, on se fait surprendre derrière et ce deuxième but de Varane, ben, lui-même, il est extrêmement frustrant parce qu'il est somme toute, consécutif à une perte de balle à mi-terrain et un petit peu de nonchalance là, combinée de Abedini et Autier.
Non, bah clairement, puis ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, et là, je pense que c'est une petite question pour le coach, c'est qu'en fait, est-ce qu'il existe un plan B? Moi, c'est la question que je pose parce que, alors oui, alors on a compris que cette année, Xamax a voulu faire une équipe un peu plus solide, jouer en transition. Alors oui, donc c'est très bien. Mais chaque fois qu'on a le ballon, qu'on doit faire le jeu, au fait, on est super emprunté et ça serait bien quand même une fois d'avoir un plan B parce que il y a pas toutes les équipes qui vont prendre le jeu à leur compte et puis vous priver de balles où là vous pourrez jouer en transition. Donc ça serait bien quand même une fois d'avoir un plan B parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on nous laisse l'initiative du jeu et puis les clés du jeu, on trouve pas de solution, c'est complètement stérile. Et puis là effectivement, bah, ce qui devait au fait arriver arriva puisque Adrian Urcea, en deuxième mi-temps, a un petit peu, comment on va dire, mais de manière hyper intelligente, hein, on va dire, a laissé de côté un peu son credo. Ça veut dire qu'il y a plutôt un credo de possession. Ils nous ont laissé la balle. Et comme souvent, on a été assez stérile. Et puis, ben voilà, quoi. Abedini qui nous a de nouveau fait une spécialité où on ne sait pas ce qu'il fait. Il met une espèce de balle en cloche à Autier. Et Autier, effectivement, perd la balle. Mais bon, là, ce que je veux dire, cette passe, c'est pas du tout un cadeau. Hein, donc voilà, donc il perd la balle. Non. Et puis là, euh, et puis là Moi en deux personnellement, passes. Varane, personnellement, j'en veux un petit peu plus à GC Autier qu'à Abedini sur ce coup. Alors oui, alors bien sûr, Rotier fait une erreur, hein, clairement, hein, mais ce que je veux dire, on pourrait, à mon avis, voilà, on peut distribuer, on peut dire, voilà, 70-30, mais la passe était moyenne aussi. Enfin, bref. Et puis, ben, en fait, en Oui, deux passes, c'est Pache qui glisse à Rodriguez, et puis là, ben, Rodriguez ajuste avec une frappe sèche croisée, et finalement, Rodriguez, qui a été très bon du côté Yverdonnois, et pour lui, bah, ça a été la cerise sur le gâteau. Donc voilà, et puis ben voilà, on se fait prendre. effectivement, pas grand-chose à reprocher à Omer Agic, hein, du coup pas Non. d'Omer Agic, Varane, Omer Agic, notre Oui, Homer gardien. a dit. Sur ce coup-là, il les gagne assez souvent, c'est un contre un, mais là, ben, du coup, Rodriguez fait le bon geste. Il y a un Xamaxien qui essaye d'aller stopper la balle sur la ligne, je sais plus si c'est Epito, mais il arrive beaucoup trop tard. 2-0, on va pas se cacher à ce moment-là, messieurs, on se dit quand même que les carottes sont cuites. Ouais, non, c'est sûr que moi, enfin, personnellement, à 2-0, je voyais mal comment ce match pouvait tourner encore en notre faveur. Surtout au vu de la perte de maîtrise. Puis finalement, même si on avait l'impression de remettre un petit peu la pression sur Yverdon, je veux dire, à l'image de l'occasion de la tête de Koné avant le 2-0, oui, tu as l'impression de tout sauter, mais tu te heurtes quand même avec enfin, à une équipe qui maîtrise son sujet. On va finir le débrief et on sait qu'on a pu reprendre espoir pendant quelques secondes, mais même à ce moment-là, enfin, Yverdon tenait son os cet après-midi. Je pense que c'est indéniable et que de ce point de vue-là, on s'est retrouvé bien emprunté, mais frustré à la fin de ce match parce que finalement, c'est encore une fois, c'est une défaite par la plus petite des marges où tu as l'impression qu'avec plus de précision, à l'image de l'action qui amène le deuxième but, eh ben, tu arrives à faire tourner ces détails en ta faveur et tu as les joueurs pour, en plus. Ouais, effectivement, hein, Xamax se relance dans les 5 dernières minutes. Sur ce but, on va saluer le travail de deux hommes. Déjà celui de Koro Koné, hein, dont on peut saluer vraiment la magnifique entrée aujourd'hui dans ce rôle de Joker. Et puis la finition de Jesse Oti qui se rattrape bien après sa petite erreur sur le but, le deuxième but hiverdonois. Mais voilà, plus qu'une occasion vraiment construite, c'est deux exploits consécutifs individuels, Varane, ce but. Oui, et puis j'aimerais aussi mettre à l'honneur la verticalisation de Caraco, puisque moi personnellement, d'un Mhm. milieu, moi c'est ce que j'attends, c'est du jeu vertical. Il n'y a pas tous les milieux chez nous qui verticalisent, voilà. Euh, et puis donc voilà, donc magnifique verticalisation de Caraco, remise très 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 intelligente de Koro Koné, magnifique. Et puis là, Jesse Oti qui fait une espèce de reprise de volée un peu réflexe, qui lobe le gardien.
beau but, voilà, Ouais, beau but. Mais ouais, malheureusement, c'est pas suffisant, mais au moins on a pu avoir, on a pu avoir une belle action avec un but à la clé. Ça, je complètement. Moi, t'accorde. ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est un peu la combativité, pardon, de Koné, parce que l'ouverture de Mmh Karakou, elle est parfaite, mais elle est un peu fuyante, hein, par rapport au but, mh. quand même. Et puis, Koné, il y croit, et puis voilà, on connaît le jeu de tête de Koro Koné, hein. Je veux dire, il a déjà suffisamment fait parler dans le championnat suisse, pour ça, mais là, il fait une belle remise. Et puis après, c'est vrai, le but, il n'est pas tout fait, il faut encore frapper. Ah là, Kevin Martin, peut-être un petit peu avancé. On se dit que s'il est sur sa ligne au moment de la frappe, il peut la détourner parce qu'elle était plus, tu l'as dit, Varam, fuyante que vraiment hyper puissante. Mais voilà, on salue la prise de risque. Et puis voilà, de temps en temps, il faut prendre aussi des risques comme ça pour inscrire des buts. Donc là, on reprend un petit peu espoir. On va dire, c'est surtout le speaker hein, qui a repris espoir. Parce que je sais pas. Alors, Osvaldo, toi, tu étais au stade, tu sais de quoi je parle. Je sais pas si à la télé Varam, on entendait aussi le speaker comme ça hurler. Oui, oui, Ouais, ouais. On l'entend Donc, souvent. il était chaud. voilà. On lui avait déjà fait une petite dédicace lors de son dernier passage, une absence de Greg. Et puis, je crois que c'était déjà le match de reprise hein, l'année passée, il me semble. Donc, donc voilà. Euh, Tant les entrées des joueurs xamaxiens que le but de Jesse Oti, là, il a donné tout ce qu'il avait, notre ami speaker. Mais voilà, comme tu l'as dit avant, Varam, c'était malheureusement un petit peu trop tard. Yverdon tenait bien son os, comme tu l'as dit toi, Osvaldo. Il n'y a pas eu de grosses occasions. Et puis Yverdon a bien géré le temps additionnel à coup de je reste par terre. Et puis, je gagne du temps au poteau de corner. Donc, on sait pas, on n'y a pas vraiment cru dans le temps additionnel. On n'a pas vraiment eu de grosses opportunités à se mettre sous la dent. Disons qu'il y aurait eu le temps de revenir, Ouais, mais qu'Yverdon a magnifiquement géré du coup les 10 dernières minutes, puisqu'il y a eu 4 minutes de temps additionnel. Ils ont magnifiquement géré les 10 dernières minutes en étouffant en fait cette mini révolte et puis ouais, en gérant magnifiquement la fin de match. ouais, ouais, pas grand-chose. Et ben voilà, quand tu perds 2-0, tu reviens à 2-1 dans les 5 dernières minutes, c'est peut-être un peu frustrant. Mais au final, voilà, la défaite, elle est assez logique. Alors, voilà, moi personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé l'état d'esprit de Xamax aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à reprocher, en tout cas en termes d'envie et de motivation. Mais on avait quand même le sentiment que on avait affaire à un adversaire plus fort que nous, tant individuellement que collectivement, et que voilà, ils ont juste accéléré quand il fallait, et que ça a suffi pour repartir avec les 3 points de la maladière, messieurs. Ouais, après ça dépend quand au niveau de l'état d'esprit. Je pense que, vous l'avez dit messieurs tout à l'heure, hein, le deuxième but typiquement c'est le genre d'action qui quand on se retrouve nous dans notre situation actuelle. Ouais, Enfin, ce genre ne devrait pas arriver. C'est un peu j'essaie toujours un petit peu de de peut-être de trouver le cheveu dans la soupe ou bien de chercher la petite bête plutôt. Mais c'est en soi, ce genre d'action-là, c'est compliqué à accepter dans notre situation actuelle quand on sait qu'on ça fait des années qu'on essaye de redémarrer quelque chose et qu'on n'y arrive pas. Après, moi je suis d'accord sur le fait que cette équipe n'a pas baissé les bras même à 2-0 qu'elle a fait en sorte encore d'y croire. Maintenant, c'est sûr que, ben, le but d'écart, c'est la différence de qualité de l'effectif et la différence de qualité de gestion d'un match et notamment des moments forts comme des moments faibles et de ce point de vue-là, Yverdon a été meilleur que nous. oui, oui, ils ont tout simplement été meilleurs que nous. Et puis, bah, Varane, dans le foot, quand individuellement, enfin, quand collectivement, tu es mieux organisé et quand individuellement, tu commets moins d'erreurs techniques que ton adversaire, ben, on va dire, tu as de grandes chances de repartir avec la victoire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On va dire que sans faire un mauvais match, Xamax a fait un match voilà, bon, passable et puis Verdon a été un petit peu supérieur quand il le fallait. Ils ont fait moins d'erreurs dans les zones importantes. Donc au final, la défaite est logique, même si elle est frustrante dans le déroulement.
Non, bah clairement, après, bah, il y avait qu'à voir aussi les deux bancs des remplaçants. Je Mhm. crois que bon, bah, c'était clairement un autre niveau en face. Et puis c'est vrai que je m'étais dit que même si on avait réussi à tenir et puis à imposer ce pressing qu'on a vu pendant les 30 premières de minutes, je me suis dit que on pouvait pas tenir tout le match et que même si on arrivait à tenir un long moment, après ils auraient fait rentrer quand même du gros. Parce que quand en cours de match, tu peux faire rentrer des Doumbia qui jouait encore il n'y a pas si longtemps que ça, bah, Lugano ou bien Zurich, Ouais, il vient je ne d'arriver, sais hein. plus. Voilà, que sur le banc, il y a Marquezano qui est resté, qu'il y a Belias Pache qui est rentré. Enfin voilà, c'est quand même un autre niveau. Enfin voilà, pour gagner, on aurait dû faire un match parfait. On l'a pas fait. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à reprocher aux gars? Je crois pas. Je crois qu'ils ont fait leur match. Même un Ben Seguir, aujourd'hui, je trouvais qu'il était revenu avec de bien meilleures intentions que la fin du premier tour en fin d'année passée. Mais voilà, je crois on est trop limité. On a joué contre une équipe voilà, qui est faite pour monter, qui a des objectifs clairs. Nous, on sait toujours pas quels sont les objectifs. Enfin voilà, je crois qu'on peut pas tellement comparer les deux équipes. Voilà, il a manqué un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis tout ça mis bout à bout, ben ça fait que voilà quoi, ça fait qu'on perd 2-1. Et oui, c'est assez logique voilà, finalement cette défaite. Voilà, elle montre que le chemin à parcourir pour tenir tête aux équipes de tête, justement, il est encore assez long. Donc voilà, si on jette un petit coup d'œil aux statistiques, bah, quand même 15 tirs de chaque côté, hein, mais ce qui fait la différence, c'est le nombre de tirs cadrés, 7 du côté hiverdonois, seulement entre guillemets 3 du côté neuchâtelois. Et puis, fait assez inhabituel quand on joue une équipe d'Adrian Urcea, la possession de balles a été finalement, plutôt que Saint-Maxienne, bah, elle montre que ça a été relativement équilibré en première mi-temps, et puis qu'il y a eu, à mon avis, toute cette phase entre on va dire la 50e et pratiquement jusqu'au deuxième but hiverdonois, où Yverdon nous a beaucoup, beaucoup laissé le ballon. Mais voilà, ils ont pu faire un meilleur usage que nous. Donc voilà, frustration sur le déroulement du match, mais défaite assez logique. On espère du coup avoir un autre scénario d'ici une dizaine de jours, mais ceci est une autre histoire qu'on vous narrera dans notre épisode de la semaine prochaine. Voilà, messieurs, je pense que c'est tout bon pour ce match, et puis on peut passer gentiment à la rubrique suivante. Voilà, nouvelle rubrique de match de légende ce soir, et puis c'est Osvaldo, une fois n'est pas coutume, qui va s'atteler à cette petite chronique. Celle-là, ça fait un moment qu'il me l'a demandé, hein, on va pas vous le cacher, chers viewers, chers auditeurs. Ça Oui. faisait un moment que tu avais envie de parler de ce match. Bah, disons que j'essaye dans ces matchs de légende de temps en temps d'être un peu raccord avec l'actualité, messieurs. Puisque tu as parlé du prochain rendez-vous contre Yverdon Sport, donc je vais vous parler aujourd'hui du dernier quart de finale de coupe suisse, que Xamax a disputé, et c'était durant la saison 2010-2011. Donc on est le mercredi 2 mars 2011, et avant de passer au récit de ce match, ça m'intéresse toujours de savoir, messieurs, vu que vous étiez bien vivants à l'époque, où Oui. est-ce que vous étiez où est-ce que vous étiez ce soir-là? Est-ce que vous étiez au stade devant votre télévision? Si vous étiez au stade, masta respect à vous pour l'état du terrain et je pense la température qu'il devait faire dans l'Oberland bernois, mais est-ce que vous vous rappelez avoir suivi ce match? Où étiez-vous donc? Ça m'intéresse de savoir. Alors, moi personnellement, j'étais derrière mon poste de télévision. Heu, C'était l'époque, ouais, non, mais encore maintenant, c'est vrai, concernant la coupe, mais où pratiquement tous les matchs étaient donnés en direct sur, à l'époque, je pense que c'était, encore la bonne vieille TSR. TSR2, exactement, Ouais, exactement. TSR2. Donc, ouais, ouais, j'étais, donc derrière mon poste de télévision. Varane? Ouais, pareil, pareil, j'étais devant mon poste de télévision, j'étais en études à Genève et j'étais dans ma chambre d'étudiant, à regarder, le match, ouais, je me rappelle très bien, ouais.
Donc vous rappelez certainement, de l'état du terrain du Lachen, de ce soir-là, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Alors Mais ouais, tout d'abord, sans mauvais jeu de mots, l'état du Larren ce soir, c'était à mourir de rire, ouais. ouais, non, mais Pour ceux qui parlent allemand, c'est la petite blague. c'était à mourir de rire et puis j'ai une petite dédicace de ce point de vue-là qui va venir, tout à l'heure. Un petit point quand même sur les 2 équipes puisqu'à l'époque, Thun est néo-promu en Super League, hein. Les Bernois ont été promus au printemps 2010 avec à la tête le duo Murat Yakin-Anders Gerber. Et ils termineront d'ailleurs 5e de cette saison de Super League et disputeront à l'été 2011 le tour préliminaire de l'Europa League puisque le vainqueur de cette édition 2010-2011 de la coupe était déjà qualifié, pour l'Europe via le championnat. Donc c'est Thun qui avait récupéré une place, européenne. Du côté de nos rouges et noirs, donc c'est la saison la plus compliquée de l'ère Silvio Bernasconi en Super League depuis le retour en 2006-2007. Avec fin août, Jean-Michel Auby qui est remercié, puis remplacé quelques jours plus tard par le Français Didier Olé-Nicole, que nous avons eu comme invité d'ailleurs dans cette émission. Et cette saison-là, l'équipe se sauve au goal average par rapport au barragiste Bellinzone à la suite d'un mémorable 0-0 du côté de Sion. Donc on avait transpiré très, très fort, messieurs, cette saison-là, en ce qui concerne le championnat. Pour ce qui est de la coupe, le parcours de Xamax dans cette coupe de Suisse était déjà semé d'embûches, puisqu'en 32e de finale, on avait galéré, messieurs. Dans le canton de tout avait commencé dans le canton de Saint-Gall pour se défaire sur le score de 1-3 de la modeste équipe de Outsnach, formation de 3e ligue saint-galloise. En 16e de finale, on s'était rendu du côté du Tessin pour se défaire au tir au but de Chiasso dans le mythique stade Riva Quattro. Et enfin, en 8e, on se débarrasse d'autres Tessinois, Bellinzone, cette fois-ci à la Maladière, sur le score de 1-0 grâce à un but d'un certain Geoffrey Tréant. Donc, aucun tour facile, même contre les amateurs de 3e ligue, ce qui prouve la difficulté du parcours. Les 2 équipes ont donc rendez-vous au mythique stade du Lachen et sa pelouse, qui était plutôt propice à la pratique du motocross qu'au football. Petite dédicace au président du FC Palinges actuel auquel j'ai volé l'expression. Pour ce qui concerne les compositions d'équipe, donc du côté du FC Thun, le gardien était David Dacosta. La défense composée de Tim Klose, Stipe Matic, Mark Schneider, Andreas Widmer et Benjamin Luthi. Les milieux de terrain, Roland Betic, Sekou Sanogo et Stéphane Andrist, et un duo d'attaque composé de Nick Proschwitz et le mythique Milaim Rama. L'entraîneur, comme on l'a dit, Murat Yakin. Du côté de Xamax, donc Jean-François Bédénic au but. Les défenseurs milieu défensif, il y avait Stéphane Bell, Gilles Bignat, Frédéric Page, Sander Keller, le mythique néerlandais, Paito et Michael Fakinetti. Les 2 milieux, Freddy Mveng et Ibrahim Agnas, et puis le duo d'attaque composé de Rafael Nuzzolo et Federico Almerares. Le match, je ne vais pas vous le cacher, j'ai pas trouvé beaucoup d'images et de reflets de ce match-là, mais à la même qualité que le terrain du soir, absolument effroyable. Les 2 équipes ne parviennent pas à se départager à la fin des 90 premières minutes, qu'elles atteignent sur le score de 0-0. Le score va cependant bouger donc en prolongation. Juste avant la mi-temps, c'est Xamax qui ouvre le score sur un centre expédié un peu au petit bonheur la chance dans la boîte. Gérard Gouhou remet le ballon de la tête sur Geoffrey Tréant qui, d'une sublime volée du gauche, trompe David Dacosta. Meilleur moment pratiquement pour marquer ce but dans les prolongations parce que souvent, on a l'habitude de voir des scores qui ne bougent pas trop en prolongue et à ce moment-là, on se dit qu'on file tout droit vers les demi-finales. Sauf qu'on a la bonne idée de prendre le but de l'égalisation au pire moment puisque Tim Klose, à 15 secondes de la fin du temps réglementaire, réussit à se retourner dans les 16 mètres en se débarrassant de Sander Keller et parvient à fusiller Jean-François Bédénic d'une frappe sous la barre. J'imagine que devant votre télé, les gars, si à la 105e, vous vous dites ça va être les demi-finales, à la 120e, vous vous dites le légendaire pot et la légendaire chance qu'on a en Coupe de Suisse va encore se confirmer ce soir et on va s'arrêter là. Est-ce que je me trompe? Ouais, ouais, bah franchement, ouais, quand tu prends le but. Alors, heureusement qu'on le prend à la fin des prolongations et pas à la fin du temps réglementaire. Ça aurait été à la fin du temps réglementaire, je me dis, oh putain, on va se faire démonter dans les prolongations. Là, au moins, ça part au tir au but et puis tu as l'occasion de faire un peu baisser la pompe et puis de garder la tête froide. Mais,
mais voilà, mais t'es pas confiant, hein. Tu te dis, les mecs de Toon, là, ils vont arriver à bloc, ils reviennent au score et tout. Tu te dis, les pénaux, ouais, c'est du 60-40 à ce moment-là, clairement. Varane, je pense que c'était un peu la même chose pour toi. Oui, bah, c'est clair, tu prends ce but, puis c'est là que tu sors la fameuse phrase, mais je le savais, fameuse phrase. Et puis là, bah, c'est clair que tu commences à te faire tous les pires scénarios. Tu te dis, ah, on était à 15 secondes, puis évidemment, on va perdre au penalty. Enfin, voilà quoi. Donc, ouais, c'est jamais agréable de se prendre ce genre de but. Et je souligne, enfin, je sais pas, j'ai toujours cette impression, mais c'est souvent l'équipe pour qui on est qui prend ce genre de but. C'est rarement nous dans cette position-là. Et voilà. Donc, ouais. Ça sent, enfin, il y avait tout pour que ça soit vraiment le match piège, quoi, le match pourri, le match bourbier, quoi. C'était clair, quoi. Mais disons que Ouais, cette saison-là, Toon, il faut se rappeler aussi qu'on les avait joués, on les avait affrontés dès la deuxième journée déjà en championnat à la Maladière. Qu'on se dit: «Bon, ben, on a fait un point à Getse, tu pars, premier match à domicile, ah, beh, contre le néo-promu, ah, mais tu mènes 2-0 après un quart d'heure, tout va bien». Puis tu perds 3-2 avec, déjà Proschwitz qui nous met une reprise de volée du dimanche. Donc bon, c'était une équipe qui était en confiance manifestement. Non, mais c'est qui marchait sur l'eau et qui a réussi à faire prolonger l'euphorie du néo-promu pendant toute la saison avec des joueurs ouais, de qualité. Donc honnêtement, je pense que pour ceux qui regardaient le match en direct, c'était pas mon cas, il y avait peu de raisons d'être optimiste. ouais. Heu et c'est là que le miracle, pour ce qui nous concerne, l'énième miracle a lieu durant cette saison de coupe suisse, puisque, tour à tour, donc Tréant, Gou et Ibrahima Niasse transformeront leurs essais. Et puis du côté du FC Thun, c'est un 0 pointé puisque, Stipe Matic, Marc Schneider et Ifet Taljevic, anciens Xamaxiens, ratent leurs pénaltys respectifs. Ils arrivent même à tirer leurs pénaltys d'une pire façon que Streller et Cabanas lors de Suisse-Ukraine 2006, ce qui est un exploit, messieurs, il faut le dire. Ouais, ouais. Heu, pour les Moi, avoir j'ai re surtout le souvenir du penalty de Schneider où il le met à ouais, côté. Ben, Matic, lui, se fait, il frappe sur le poteau. Donc, voilà, ça peut. Poteau qui ouais, n'est pas rentrant, ça peut arriver. Jeff fait un bel arrêt sur le tir de Talievic, mais c'est surtout Schneider qui rate la coche. ouais. Et puis, j'ai aussi souvenir que Nias, ouais, il le tire un peu à la one again, son penalty, hein. Et il va en désinvolture totale, hein. Il va en trottinant, marchant: «Hop là, je vais te mettre le petit plat du pied, de toute façon je le marque pépère mon poteau, t'inquiète pas». C'était franchement un sang-froid que j'aurais voulu avoir à ce moment-là honnêtement, à sa place, s'il pouvait me donner le secret parce que je pense qu'il y a certains joueurs du côté du continent africain en ce moment qui Non, peut-être c'est ont la ça. dose conseil au niveau des penaltys. C'est ça. Mais en tous les cas, on se qualifie donc pour les demi-finales de la coupe et puis, à ce moment-là, on passe déjà le deuxième tour, au penalty de cette coupe de Suisse puisqu'on était déjà passé contre Chiasso de la même façon et on tirera le FC Zurich en demi-finale avec une demi-finale qui s'est déroulée du côté du Letzigrund. Mais c'est vrai que si je voulais en parler ce soir et ça a encore plus de sens, c'est que finalement, à l'époque de ce quart de finale, on avait affronté de nouveau Thun au Lachen 2 semaines plus tard pour un match de championnat qu'on avait perdu. Mm. Là, c'est le championnat qui vient avant, la coupe qui vient après, 2 fois contre le même adversaire en l'espace de 10 jours. Donc espérons. Je Donc, tu es en train de m'accroche nous dire qu'on va gagner ce match de coupe contre Yverdon, on va si la gagner logique. on va gagner ce match de coupe puisque la logique de la coupe, une fois qu'on commence à avoir des finalement le scénario de la coupe cette année ressemble un petit peu à ce qu'on a pu vivre en 2011 sous certains points, c'est-à-dire un Ouais, tour déjà passé au pénalty avant les quarts de finale, un premier tour où tu transpires sans EO encore 2 fois plus que ce qu'on avait transpiré à Outsnar, cette année du côté de Diaspora. Il y a beaucoup d'éléments qui se touchent. Après, on est bien d'accord que si terre à terre, on regarde le terrain et la qualité des 2 équipes, il y a de quoi être un peu moins optimiste. Mais bon, moi je continue d'y croire en tout cas. Plus qu'en championnat où finalement, il y a une mhm, logique qui s'installe semaine par semaine et que voilà quoi, avec la bonne motivation, les bons éléments. c'est ça. On va dire que les planètes sont aussi alignées, puisque un autre point commun qu'on peut trouver, c'est que Toon est le néo-promu de Super League, et puis il fait une saison pour le moins surprenante en Super League. C'était le cas en 2010-2011, et c'est aussi le cas peut-être encore plus cette saison, hein. Les Oberlandais qui ont encore confirmé aujourd'hui que
Voilà, le canton de Berne était plutôt rouge que jaune et noir en ce moment, en tout cas côté football. Ouais. Donc voilà, si on peut tirer un autre parallèle. Moi, j'aimerais, messieurs, qu'on rende un petit hommage, on l'a déjà fait puisqu'on l'a eu comme invité, mais qu'on ressouligne encore à quel point Geoffrey Tréant a été un joueur marquant quand même, même s'il n'a pas joué non plus autant qu'un Rafael Nuzzolo ou qu'un Philippe Perret, mais c'est un grand bonhomme des grandes situations quand même. Il est impliqué dans beaucoup directement par des buts dans des grands matchs de l'histoire de Xamax. On a parlé du barrage à Haro, on a parlé de cette fameuse victoire à 8 contre 11 contre Saint-Gall, mais dans ce parcours de coupe, eh ben, il marque les 3 buts de l'équipe dans le temps réglementaire, hein, je parle, entre la demi, le quart et le huitième de finale, quand même. Ouais et puis il inscrit là, je crois, la moitié des réussites de l'équipe en Mhm. coupe sur cette saison-là, ce qui est énorme. Je veux dire, puis Ouais. dire, on développera la demi-finale contre Zurich, dans un autre épisode éventuellement. Mais Mhm. il a clairement porté l'équipe et il a clairement été le monsieur plus de Xamax dans cette compétition cette année-là. Ce qui n'est pas de trop, surtout quand tu dois jouer ces matchs à élimination directe, c'est assez bien d'avoir un monsieur clutch qui te résout la plupart de ces matchs. Et c'est vrai que, ben, on était sur une saison où toutes les planètes semblaient alignées pour enfin la ramener à Neuchâtel. Parce que quand tu as autant de qualifications qui se font dans des situations aussi épiques, aussi serrées, tu te dis la voie est toute tracée. Mais en tous les cas, c'était un os assez dur à ronger. J'avais aussi une autre question. Est-ce que, messieurs, ça vous est déjà arrivé de vous rendre à Thun, enfin au stade du Lachen à l'époque pour des Thun Xamax? Puisqu'on sait que Mm. le FC Thun est passé dans son nouveau stade, la Stockhorn Arena, la saison suivante, donc en 2011-2012. Est-ce que vous-même, et notamment il y a un match qu'on perd 3-0 juste avant le barrage en 2006 contre le FC Sion, c'est la dernière défaite qui nous condamne mathématiquement au barrage, mais est-ce que vous-même, vous avez eu l'occasion de vous rendre dans ce stade du Lachen pour des Toon Xamax? Moi, Oui. bah vas-y, Varane, ouais. Ouais, moi j'étais allé une fois, bah justement c'était la dernière saison. C'était l'un des derniers matchs de la saison. Il y avait eu un gros déplacement parce que c'était l'un des derniers matchs. C'était un match hyper important. Et puis, bah, c'est la saison où on descend en barrage contre Sion à la Chaux-de-Fonds. Et dans les derniers matchs, c'était un match qu'on devait absolument gagner. Gros déplacement à Thun et on s'était fait laminer 3-0, 0, je ouais. crois. Ouais, exact. Match Ouais, catastrophique. Donc, ouais, j'en garde un très mauvais souvenir. Mais j'ai kiffé, mais bon. le déplacement avait été vraiment génial, quoi. Mais le match, catastrophique. Ouais, J'ai moi, kiffé, mais bon. j'ai pas souvenir de. Non, je suis jamais allé au Laren, puisque ben, on les a pas énormément joués, Toon, au Laren, hein, Mhm. puisqu'ils arrivent en Super League et puis ensuite, eux, ils s'établissent en Super League, mais nous, on fait faillite après, donc voilà. Puis comme tu l'as dit justement, après, ils déménagent dans leur magnifique Stockhorn Arena, superbe stade. Si vous allez pas souvent là-bas, allez-y. Si vous voulez voir de la Super League en ce moment, allez là-bas. C'est pas très loin de Neuchâtel et c'est un très beau stade. Eh bien, non, j'ai pas eu l'occasion, mais effectivement, j'avais souvenir dans les discours, en tout cas des joueurs et des autres supporters, que c'était un stade un peu vieux, un peu vétuste, quoi. Bah, c'est-à-dire que Mais est-ce c'est qu'il c'est avait son avec charme? avec une pelouse pareille, dans la zone géographique où se trouve Thun en Suisse, tu savais qu'avec une pelouse naturelle, on va dire que dans la période entre vas-y novembre et mars, tu n'allais pas avoir un billard, quoi. Puis là, c'est vrai que sur ce match de coupe, tu arrives vraiment au paroxysme de ce que tu peux faire en tant que au niveau des pelouses pourries, parce que moi, pour avoir revu régulièrement des images de ce match, je veux dire, tu avais des trous, tous les 2 mètres, quoi, sur ce terrain, quoi. Tu avais vraiment l'impression qu'il y avait une grande récolte de patates qui avait été faite, une semaine avant et puis qu'il y avait encore les marques de la récolte, quoi. Donc c'est vrai que c'est encore plus dans ces matchs-là. Donc il y a le contexte match à élimination directe, il y a le contexte lourdeur du terrain, il y a le contexte une équipe néo-promue qui est quand même en pleine bourre parce qu'elle fait une saison magnifique. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même enfin, il y a deux déplacements sur 3 durant cette saison-là, 2 en championnat et un en coupe, on a 2 victoires. Sur trois matchs au Laren cette saison-là. Par contre, on prend la défaite 3-2 à domicile en début de championnat.
Et puis le 2e match à la Maladière, qui est la veille de l'intronisation de notre nouveau propriétaire tchétchène, on arrive à prendre un magnifique 4-1 dans une opération en plus plein stade du club qui avait essayé de vendre les billets à 5 balles et puis qui s'est dit, «On ramène le monde pour essayer de» et ben, on avait pris une raclée, monumentale, donc comme quoi c'est enfin, ça ce résultat et cette qualification en coupe n'allait pas dans la logique de nos confrontations contre Thun cette saison-là. C'est bien la preuve que ces matchs sont à part et que la vérité c'est la vérité de 90 minutes, voire de 120 d'un soir et que si tu arrives à te sublimer, tout est possible. Ouais, effectivement, bah, on espère que ça s'appliquera d'ici 8-9 jours maintenant. Donc voilà, ben écoute, merci pour cette petite rubrique, Osvaldo. Ça fait toujours plaisir quand d'autres chroniqueurs peuvent aussi animer de temps en temps des matchs de légende. Donc voilà, je vous encourage, chers collègues Examcaster, à vous lancer. Et puis, je vous encourage, vous, nos auditeurs et nos viewers, du coup, à nous proposer aussi des chroniques, que ce soit des matchs de légende ou des joueurs de légende dont vous avez envie qu'on vous parle. N'hésitez pas, on est à dispo. Le Voilà. qualificatif est parfois un peu frauduleux quand on dit match de légende par rapport à la qualité de certains matchs, mais bon, là, en l'occurrence, Ouais, alors légende dans le c'est sens, dans la mémoire de nous en tant que ouais, supporters, parce que ouais, parce que c'est vrai que bon, voilà. c'est C'était pas ça tous visait un des énormes matchs, hein, c'est clair, mais c'est ah, pour le c'est coup, la légende par rapport au côté émotionnel, on va dire. C'est ce qui ouais, nous ouais, anime, nous, clairement. les supporters. C'est l'émotion, c'est ça qu'on veut voir au stade. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on les qualifie de matchs de légende, ces matchs-là. Voilà, on peut passer, messieurs, à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est le briefing de notre prochain match. Et puis, ben, on va dire qu'on est content qu'il arrive aussitôt dans le deuxième tour. Celui-là, comme ça, c'est fait, j'ai envie de dire. C'est le long déplacement du Tessin. Alors, hasard de hasard, c'était déjà notre premier déplacement de la saison, hein, au premier tour, puisqu'après avoir reçu le Stade Lyonnais, on s'était déplacé à Bellinzone. Une belle victoire 5-1, ce qui reste, je pense, à ce jour notre plus large victoire du championnat. Alors, messieurs, on espère évidemment le même déroulement pour ce match, mais ce sera certainement pas la même chose. Alors, Bellinzone, on va dire, on a surtout entendu parler d'eux dans les tabloïds, on va dire ça comme ça, à l'intersaison, avec une annonce un peu lunaire de la SFL qui vient 2 journées avant la fin, comme quoi on leur retire, enfin, on leur retire la licence pour la suite. Et puis, surprise, finalement, les Tessinois se voient accorder la licence quand même pour la fin de cette saison. Je te vois un peu soupirer, Varham. Bellinzone, c'est, euh, c'est vraiment le cirque Opperman d'un point de vue administratif. C'est du gros n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Oui, bah, c'est le grand folklore. On va dire Le- que les clubs tessinois en général, c'est quand même assez gratiné souvent, hein, donc voilà, c'est vrai. Puis après, bon, la SFL aussi, hein, c'est quand même au niveau folklore, je pense que c'est des très bons clients aussi. Donc effectivement, ça a été un peu un imbroglio. Enfin voilà, on vous retire la licence, finalement pas. Enfin voilà quoi. Énième épisode folklorique. Voilà, circuler, il y a rien à voir. C'est un on- peu, si je peux me permettre une vanne, ouais, c'est un peu comme, Astérix Mission Cléopâtre, quoi. C'est on me voit plus, on me voit plus, on me voit. À un moment donné, c'est non, mais au niveau folklore, on se rappelle déjà de Chiasso qui réussissait à avoir 1 million de vies alors que n'importe quel club, quel autre club, par exemple, de notre côté de la Sarine se serait vu, signifier son renvoi du football professionnel en 2 mois. Eux, tu sais pas comment ils ont survécu pendant des années avant de faire faillite. C'est ma foi, c'est le Tessin, qu'est-ce que vous voulez, quoi. C'est à l'image de leur stade aussi, hein. c'est ça. On Mais va dire que si tout ça c'est un cirque, ben Bellinzone c'est les clowns et puis la SFL c'est Monsieur Loyal, voilà. On va dire ça c'est comme un ça. peu ça, c'est un peu ça. Donc, bon, alors c'est en tout cas une équipe tessinoise, on va dire, qui a assuré de disputer la fin du championnat. C'était pas gagné pour tous les joueurs.
Donc, ils se sont même renforcés un petit peu. Les clubs de Challenge League ont été, je dirais, à part Yverdon, qui a été assez actif, mais sinon, les clubs ont été relativement discrets. Le mercato fait que commencer. On sait qu'en hiver, c'est souvent des opportunités plutôt de fin de mercato. Mais en tout cas, on aura affaire à un club tessinois qui est dernier, hein, qui accuse désormais 4 points de retard à l'issue de cette 19e journée sur Étoile Carouge. Mais les Tessinois auront certainement fin de points. Et puis, messieurs, on n'imagine pas une seule seconde Bellinzone faire un troisième et quatrième tour comme les premiers et deuxièmes, à savoir marquer que 10 points. Les Tessinois vont se réveiller à un moment ou l'autre. Ils vont commencer à faire des points. Oh, c'est clair. Puis, je veux dire, c'est de nouveau, hein, on parlait de terrain compliqué dans notre chronique de tout à l'heure, le communal est ce genre de stade où je pense que c'est encore assez agréable d'aller y jouer au niveau de la pelouse, entre le mois d'août et le mois d'octobre, pour autant qu'il pleuve pas Ouais, trop t'es et je sympa. pense Moi, j'aurais dit entre le début du championnat en juillet et puis la fin août. Après, c'est de la merde. voilà, bah, tu encore plus sévère que moi. Mais mais pour le coup, là, un 30 janvier, les gars, moi, j'ai très, très peur de parce que moi, je vais y aller, hein, forcément, au Tessin. J'ai très, très peur de l'état de la pelouse, en fait, et puis enfin, ouais, enfin, au niveau du match pot de banane, là, c'est compliqué, surtout qu'on sait que, vu qu'il y a la coupe 3 jours plus tard, tu peux pas empêcher les joueurs d'avoir à moitié la tête quelque part au match de coupe en sachant les enjeux qui restent en championnat. C'est humain aussi. Donc très franchement, voilà, il va y avoir une gestion de l'effectif à faire pour notre coach aussi, certainement. Parce que vendredi, mardi, c'est quand même assez rapproché et puis voilà, c'est tout ça, c'est tous des éléments. Il y a les éléments du trend de ces derniers matchs de championnat. Il y a la capacité à se faire mal dans des contextes un peu, champêtres et feutrés qui me rassurent pas forcément et puis le fait que, même si les joueurs ne le diront pas, quelque part, ça peut être humain de se dire qu'ils ont la tête au quart de finale de coupe 3 jours avant. Ouais, 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 effectivement, mais voilà. Ces déplacements au Tessin, ils sont jamais effectivement faciles. Le terrain est pourri, mais alors, pour reprendre ce que tu disais avant Varane, on a l'impression que quand on joue sur un terrain pourri, il est toujours plus pourri pour l'équipe qu'on soutient que pour l'autre équipe. Disons que les Tessinois, ils sont habitués aussi à leur pelouse, voilà, pas toujours très extrêmement praticable, on va dire ça comme ça, pour le rap. Alors, je sais pas si en Suisse allemande, les stades comme ça s'appellent le Lachen. Je sais pas comment on pourrait les baptiser en tessinois, vous qui parlez italien, messieurs. L'équivalent de. On pourrait, Il ci ce serait le Stadio Rigola ou bien un truc comme ça, je pense. lo stadio dello scherzo, un truc comme ça, non, je sais Ouais, pas. ouais, On est vraiment dans un ouais, mais enfin, sincèrement, Moi, c'est je le nommerais Il Bulbiero. Je crois que ça serait un bon. ouais, exactement, bah, ça va bien, le Bolbiello di Bellinzone, en plus, ça commence pareil. Non, mais Ouais. ça commence par la même lettre. Mais c'est vrai que c'est voilà, quoi, ce genre de stade après, personnellement, je trouve qu'en tant que stade tessinois, pour en avoir fait quelques-uns, c'est assez compliqué de faire pire que Casso, pour dire très honnêtement, hein, au niveau de la Ouais, sensation non, mais. du terrain de prison, parce que moi j'ai vraiment eu l'impression, ça c'est la parenthèse, la seule fois où j'y suis allé, j'ai vraiment eu l'impression que c'était le terrain qu'on servait aux prisonniers de la prison qui était de l'autre côté de la rue. Bellinzone, de ce point de vue-là, on n'est pas à ce niveau-là encore, même si on l'a dit, hein, dans les déplacements, c'est l'un des déplacements les plus insupportables qui soit. Mais ouais, pour revenir à ça, c'est franchement tout du match peau de banane, quoi. C'est horrible, mais enfin, si encore on n'avait pas une semaine anglaise derrière, je vous dirais: «On y va» et cetera. C'est l'occasion de se relancer contre l'équipe qui est dernière du classement. Là, il y a une équipe qui doit se réveiller en face et puis nous, on a un match, super important qui décidera de la suite de notre deuxième tour 3 jours plus tard. Hmm. Ouais, très clairement. Donc voilà, d'un point de vue sportif, on a dit, les Tessinois ont besoin de points. Ils sortent d'un match, d'une défaite du côté d'Aro, mais voilà, ils ont pas démérité, hein. Je veux dire, si le début de saison a été compliqué, ils ont pris claque sur claque, mais ils ont commencé déjà un peu à se reprendre à la fin du deuxième tour. Même s'ils perdaient, ils perdaient plus sur des gros scores.
Donc voilà, les Tessinois seront motivés. Tu l'as dit, pour moi, ça a toute de la peau de banane, ce match. Mais c'est clair que si on doit gagner qu'un seul de nos 3 premiers matchs de début de saison, on va tout mettre le focus sur le match de coupe. Donc voilà, je serais d'avis de dire, bon, ben voilà, on y va, on joue sérieusement, mais si le match tourne pas dans notre sens, ben on va pas jeter toutes nos forces dans la bataille non plus. Il faut garder de l'énergie pour mardi, très clairement. C'est un peu le message qu'on donnerait en tant que coach, c'est de dire, ok, on y va, on joue notre match, mais voilà, si derrière ils viennent fort et puis qu'il y a 3-0 à la mi-temps, ben voilà. Ok, Bah écoute, moi j'aime pas perdre. Moi je joue toujours pour gagner. Parce qu'après, oui, non, si c'est tu clair. veux, alors J'ai pas dit oui, qu'il fallait qu'on perde, hein, mais non, non, mais la logique voudrait qu'on ait ce discours-là. Maintenant, c'est aussi peut-être un peu dangereux parce que finalement, de tout vouloir miser sur la coupe, alors très bien, le match de coupe arrive, on perd, alors on fait quoi? Et puis, moi, ce que je crains le plus quand même avec cette deuxième partie de saison, c'est la roue libre parce que j'en peux plus de ces deuxièmes parties de saison où c'est que du remplissage, où tout d'un coup, vers mars, avril, faut vite faire 2 victoires parce que sinon, on pourrait de nouveau se remettre dans la gonfle. J'en ai marre de ces deuxièmes parties de saison-là. Et moi, mon grand souhait, c'est que justement, on évite, même si on n'a pas de grands objectifs, qu'on évite cette roue libre et ce deuxième tour un peu alibi remplissage. Quoi. J'en ai marre. Donc après, effectivement, le match de coupe, il est important, mais ce qui serait bien, à mon avis, ça serait bien de préparer le match de coupe. Alors évidemment, le but, c'est pas de finir avec 8 blessés, mais ça serait intéressant de quand même jouer le match contre Bellinzone correctement pour bien préparer ce match de coupe. Parce que moi, la seule crainte que j'ai, c'est qu'on surinvestisse trop le match de coupe et qu'après on sorte et qu'après c'est le grand vide. Voilà, c'est ma grande crainte. Mais Ouais. messieurs, j'ai presque envie de vous dire, 20e journée, est-ce que on va déjà voir arriver le fameux on prépare la saison prochaine? Écoute, c'est un risque, hein. Moi, enfin, c'est ma foi, on l'a vu systématiquement ces dernières saisons. Moi, je te le dis, hein, c'est quelque chose qui l'exemple, il est assez bon sur le but qu'on marque aujourd'hui contre Yverdon, où tu te dis, même s'il y a un coup d'exploit un peu individuel de certains de nos joueurs de classe, mais c'est des éléments qui puis la première demi-heure, pareil. Je veux dire, la première demi-heure, quand tu vois comment tu entames le match, ça veut dire que quand tu mets les ingrédients qu'il faut, tu es capable de regarder dans les yeux pratiquement n'importe quel adversaire de ce championnat. Alors, tu sais, il y a pas tous les matchs qui nous l'ont dit, hein. Je veux dire, tu prends le déplacement à Vaduz contre une équipe en pleine bourre, tu vas jouer chez eux, s'il y a pas Omer Agic, on s'en prend 6 ou 7 ce match-là. Mais plusieurs fois, tu te dis: «Mais enfin, tu envie de les tu envie de venir sur le terrain, de hausser les crampons, de les secouer, je sais pas, mais c'est quelque chose c'est frustrant parce que tu te dis pas: «On n'est pas capable». Bien sûr qu'on a des insuffisances techniques et puis qu'on a des choix qui sont faits sur le terrain, dans nos 11 titulaires. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, et vous l'avez remarqué sans moi d'ailleurs, que notre capitaine a joué même plus de 80 minutes aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en gros, ben, il a une confiance encore renforcée de notre coach, donc on est tous rassurés. Mais, Ouais, il sera suspendu à Bellinzone, donc voilà. Oh voilà, mais zut. voilà quoi, je me suis à part ce genre de petits détails, mais enfin, voilà quoi, tu as la moitié de ces même si tu dis: «Bon, ben, tu arrives pas à viser la montée», et ben, sur il y a au moins la moitié de ces adversaires de ce championnat où tu dois pouvoir les enfiler presque comme des lettres à la poste. Les Villes, les Bellinzone, les équipes comme ça, je veux dire, il ne devrait pas y avoir d'histoire et tu es constamment là en train de te dire: «Ah mais la tête de nos joueurs, le moral, est-ce que ça va?» On s'improvise psy tous les dimanches, pour Ouais. voir où en est le trouillomètre. Sans porter, offense au milieu dans lequel tu travailles, Mirko, mais on s'improvise un peu psy quand même et et on est systématiquement là à regarder le baromètre où il se trouve. Franchement, c'est désolant, mais on est un peu obligé de le faire, quoi.
Mhm. Mais peut-être, chers auditeurs, chers viewers, on va vous préparer un petit bingo avec les phrases qu'on entend régulièrement. Et puis, comme Ouais. ça, vous pourrez écouter ou visualiser les interviews et puis cocher, remplir votre petit bingo au fur et à mesure que la saison avance avec les fameux, ben voilà, on prépare la saison prochaine, on bosse bien à l'entraînement. Enfin, On revisite les concepts de carton rouge, c'est ça que tu es en train de me on dire? revisite les Carton classiques. carton rouge qui aime bien, hein, aller prendre les phrases mythiques des commentateurs, pour les mettre sur des posts Facebook. On va faire la même chose avec Xamax. Je pense qu'on a de quoi mettre au moins une trentaine de phrases là qu'on entend tout le temps, hein. Effectivement. Peut-être on vous pourra faire ça en live une fois, ça peut être assez sympa comme idée. On vous prépare le bingo Xamax pour animer vos soirées avec papy, mamie. Avec une phrase prononcée par chaque animateur qui ont tour, on fait chacun son tour, c'est le truc. Ouais, alors il y a ça, mais moi je pensais plutôt aux phrases prononcées, on va dire, par les officiels de Xamax, du club, pas Et les justement animateurs de Xamcast, mais et justement, on en prend ouais, une chacun à notre tour et on ouais. les sort une par une, quoi. Ça peut être drôle, quoi. Mais là, effectivement, je suis déjà assez curieux de savoir à quelle journée on va entendre le fameux «On prépare la saison suivante». Je pense que ça va venir assez tôt. Je suis je serais assez surpris qu'il arrive après la 25e journée, je veux dire. J'ai déjà les pop-corns qui sont prêts à côté si vous en voulez, hein, je peux vous en envoyer par poste. Et puis, il y a aussi le oui, mais on a fait mieux que la saison passée. Celui-là Ah oui, aussi, attention, attention, hein. il est, il est, Ouais, il est bien aussi, celui-là. Ah mais c'est des phrases aussi mythiques et aussi reconnaissables parmi mille que celles d'un ancien commentateur et journaliste de la RTS qui est originaire des Franches-Montagnes et qui est passé dans un numéro du Canal Sportif il y a pas si longtemps que ça. Puisqu'il ouais, s'est fait singer, on pourrait faire la même chose, sauf que bon, il y en a un, il a une meilleure carrière dans son domaine que d'autres, mais c'est voilà. c'est une Cela ne nous dans notre regarde pas, voilà. comme disait l'autre. Voilà, messieurs, eh ben, je pense qu'on peut gentiment passer à la conclusion de cet épisode. Voilà, une ou deux choses à vous dire pour la conclusion de cet épisode. Voilà, bah, on espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs parce que comme vous l'avez vu, c'est en même temps la première fois qu'on diffuse sur plusieurs plateformes en même temps que nous enregistrons l'épisode, donc ça aurait pu enregistrer enfin, amener quelques bugs. Il me semble que c'est pas le cas, mais si vous en avez vu, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On essaye aussi pour que l'expérience de ceux qui vont continuer à écouter uniquement en audio le podcast soit toujours relativement similaire par rapport à avant, même si évidemment l'ajout de certains éléments d'interactivité change un tout petit peu la donne. Pas trop d'activité dans le chat aujourd'hui, donc pas de questions qui nous sont remontées. Ça nous permet d'annoncer la présence la semaine prochaine d'un invité. Je te laisse le présenter, Osvaldo, puisque c'est toi qui as démarché, on va dire ça comme ça. Oui, alors c'est l'ancien assistant et l'assistant de toujours de notre ancien entraîneur Andrea Binotto. Il s'agit d'Alexandre Badibanga, que j'ai croisé en fin d'année passée, en fin d'année civile 2025 sur un événement. Il m'a parlé, de son expérience à Xamax avec beaucoup de bonheur encore, malgré la période sportive, de vache maigre qui l'a concerné et donc il sera notre invité la semaine prochaine. Voilà. Voilà, on espère qu'on va l'initier au streaming et puis qu'il arrivera à nous rejoindre sur la plateforme. Si c'est pas le cas, on fera un épisode classique en enregistrement audio, comme à la bonne époque, j'ai envie de dire. Et puis voilà, tout ira bien comme ça. Merci à toutes et à tous pour vos écoutes et maintenant du coup si vous vues sur nos différentes plateformes, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi les différents événements, c'est toujours bien pour le référencement. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. Bye bye. Bye bye.